Cette arrivée massive de savoir va bénéficier également d'un nouveau traitement. Effectivement, l'enseignement médiéval était contrôlé par l'Église, les maîtres étaient des clercs. On entrait à l'école vers l'âge de 9 ans, les écoles monastiques et les écoles cathédrales encadraient les débuts de l'enseignement. Les cours consistaient en la lecture et le commentaire des textes des pères de l'Église. Le latin était utilisé comme une langue liturgique et scientifique. Entre 14 à 16 ans, l'étudiant passait à l'université. Du XIe au XIIIe siècle, les universités s'organisent sous la tutelle du pape en échappant au contrôle des pouvoirs municipaux et royaux. L'enseignement se divise en arts libéraux, discipline de l'enseignement antique et médiéval. Les arts libéraux sont composés du trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et du quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Des spécialisations assurent la réputation de certains sites. Paris est renommé pour sa théologie, Montpellier pour la médecine, Bologne pour le droit. L'enseignement universitaire repose sur la scolastique, composée de 3 exercices, la lectio, leçon magistrale basée sur un commentaire méthodique des textes par le maître, la quaestio, discussion sur une affirmation du texte, et la disputatio, qui est une joute intellectuelle à partir des éléments précédemment acquis. Le but de l'universitaire est de construire une pensée logique basée sur la maîtrise d'un vocabulaire riche et de concepts. La théologie est considérée comme la science suprême. Tout doit conduire à l'étude de Dieu. Le retour des savoirs antiques au XIIe siècle pousse les auteurs à compiler des textes nouveaux d'Aristote, d'Euclide, de Ptolémée, de Galien ou de scientifiques arabes. La conciliation de la pensée des anciens à la Bible pose des problèmes et entraîne des querelles d'interprétation. Le poids des institutions religieuses sur la pensée confine de plus en plus à l'apprentissage par cœur de techniques d'oratoire et de vocabulaire abscons qui sclérosent les universités et la pensée. Les inquiétudes de l'Église face à l'arrivée d'éléments nouveaux poussent à une sclérose intellectuelle qui font que le prestige des universités recule au profit d'écoles alternatives qui émergent notamment dans les milieux bourgeois. Cette nouvelle classe sociale a besoin de nouveaux outils, notamment mathématiques, cartographiques, que ne lui offre pas l'université traditionnelle. C'est ainsi que dès le XIVe siècle, des écoles d'abac permettent aux fils de marchands et de commerçants d'acquérir les outils mathématiques et les rudiments de langue latine et vulgaire pour pouvoir voyager et pratiquer leurs activités. Les élites aspirent quant à elles à un profond renouvellement des méthodes d'enseignement. Rabelais a brillamment exposé celle-ci dans son livre Gargantua. Plus que la théologie, c'est désormais l'étude du monde, géographie, sciences naturelles, physique, mais aussi l'étude de l'homme, médecine, histoire, philosophie, qui est au centre de la réflexion. L'humanisme valorise donc l'individu doté d'un libre arbitre qui utilise celui-ci pour faire le bien ou le mal. Une nouvelle méthode d'appréhension du savoir se diffuse donc à partir du XIVe siècle, jusque-là presque exclusivement livresque, qui est basée sur la répétition de la leçon du maître et l'apprentissage par cœur d'un contenu dont la validité ne peut être discutée. Le savoir tend de plus en plus à reposer sur l'élaboration d'hypothèses que l'expérimentation tend à confirmer ou non. Cette philosophie du doute fut théorisée par René Descartes en 1637 dans le Discours de la méthode.